Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace de libération. Aujourd'hui, je vous propose une libération transgénérationnelle et je vais vous raconter l'histoire de Louise. Avant cela, je souhaite poser un avertissement. Cette vidéo aborde un sujet douloureux, celui de la violence faite aux femmes. Il est abordé de la manière la plus empathique possible. Cependant, je vous invite à ne pas la regarder si vous vous sentez en grande fragilité par rapport à ce sujet difficile. Je vous encourage à contacter les professionnels et instances compétentes pour vous faire aider. Sur la cheminée, une photo appelle mon regard. C'est le visage un peu triste d'une femme d'un autre temps. Elle porte une robe noire et ses cheveux sont retenus en arrière par 2 peignes argentés. Par-dessus cette robe très simple, un tablier noué autour de sa taille et sur ses épaules un châle en laine croisé sur sa poitrine. Je saisis la photo en noir et blanc et le regard captivant de la femme semble me dire « Écoute-moi ». Je ferme les yeux et je vois comme un cercle. Devant moi mes enfants et derrière moi mes parents. Derrière ma mère, je perçois l'image de ses parents. Et derrière mon père, ses propres parents. La lignée semble se dessiner de cette façon sur plusieurs générations. Je suis invitée à quitter ma place et à parcourir la lignée de mon père. Et je retrouve le visage de la femme sur la photo. Elle me sourit et sort du rang pour venir me parler. Elle s'adresse à moi. Je m'appelle Louise. Je suis ton arrière-grand-mère, la mère de ton grand-père, et je suis morte avant ta naissance. Je voudrais te raconter mon histoire et libérer les femmes de notre lignée d'un poids porté depuis trop longtemps. Elle m'emmène dans sa maison, s'installe près du poêle à charbon, sur une chaise en bois, et reprend machinalement un tricot déjà entamé. Je regarde ses mains bouger les aiguilles avec agilité et je me plonge dans son récit. Louise raconte. Je suis née en Belgique en 1902. Mes parents étaient de simples paysans et la vie était rude et nous vivions avec peu de choses. Je suis l'aînée de 5 enfants et très tôt j'ai dû aider ma mère aux travaux domestiques pendant qu'elle assistait mon père dans les champs. À la mort de ma mère, j'avais 15 ans et j'ai repris sa place pour seconder mon père. J'ai dû arrêter l'école à 11 ans, mais je savais très bien lire et écrire. Et à la maison, c'est moi qui m'occupais de la correspondance. J'aurais voulu enseigner, c'était mon rêve, mais c'était impossible. Alors je me suis promis que mes enfants iraient à l'école le plus longtemps possible. À écouter Louise, c'est comme si elle chuchotait, comme pour garder cette conversation confidentielle et cachée. Louise continue. J'ai un secret à te confier, car je sais qu'à ton époque, les femmes ont davantage le droit de s'exprimer, et je suis là pour ça. C'est juste difficile pour moi, car j'ai gardé cette histoire tellement longtemps en moi, que je ne sais pas si les mots sortiront clairement. Je lui souris pour l'inciter à continuer son récit. À mes 21 ans, il était prévu que je me marie avec Charles, un garçon qui habitait le village d'à côté. Nous nous étions rencontrés au bal des moissons l'année d'avant. Charles était gentil et travailleur, et nous nous plaisions beaucoup. En plus de mes tâches habituelles, je devais préparer la noce qui aurait lieu en juin. Je me souviens, je courais partout, et j'étais tellement heureuse de cette union. Louise continue. J'ai ressenti l'absence de ma mère à ce moment-là, car je sais qu'elle m'aurait assistée dans les préparatifs. Mon père m'avait confié une somme d'argent,
Mais il comptait aussi sur moi pour ne pas négliger les travaux de la ferme. J'étais jeune et enthousiaste, alors je m'activais sans relâche. Et parfois je rentrais très tard le soir à la maison. Un soir, mon père, inquiet de ne pas me voir rentrer, me demanda où j'étais. Et je lui dis que j'avais coupé par le bois pour rentrer plus vite du village voisin, car je devais organiser la noce avec la famille de Charles. Je me souviens de ces mots. « Ma fille, tu ne devrais pas rentrer si tard, tu n'es pas assez prudente. » J'étais portée par la joie de mes noces à venir et par mes projets de vie avec Charles. Notre future maison, notre vie à deux et notre famille à venir. J'étais heureuse de quitter la maison familiale et de créer mon propre foyer, même si je serais toujours là pour mon père et pour mes frères. 3 jours avant mon mariage, il me manquait encore des provisions. Alors je suis allée à pied dans un village plus éloigné. J'étais épuisée et j'ai décidé de prendre un raccourci et de couper à travers champs et forêts. Le soleil commençait à disparaître derrière les collines et j'avais hâte de me reposer. Je me souviens que je chantais pour passer le temps et pour me donner du courage. Je n'ai pas entendu l'homme arriver derrière moi. Et quand j'ai compris, il était trop tard, j'étais à terre. L'agression a été rapide, mais ça m'a semblé durer une éternité. Et mon corps s'est figé à ce moment-là. Je ne pouvais plus ni bouger ni crier. Je n'oublierai jamais son visage, ni son odeur. Il a disparu comme il était venu, sans un mot, sans un bruit. Et je me suis retrouvée là, au sol, la même jeune fille, mais brisée de l'intérieur. Après, j'ai mis du temps à me relever et à comprendre ce qui venait de se passer. En quelques minutes, ma vie était devenue un cauchemar, dont je n'arrivais pas à me réveiller. Qu'allais-je faire alors ? Moi qui arrivais à peine à mettre un pas devant l'autre. Je suis restée assise un beau moment, complètement sidérée et désemparée. Et puis, tout à coup, j'ai commencé à avoir peur. Et je suis rentrée en courant pour me réfugier dans ma chambre. Toute la nuit, j'ai réfléchi à ce que je devais faire. Parler ou me taire ? Je me sentais sale, démunie et coupable aussi. C'est étrange, mais à ce moment-là, je n'ai pas eu de colère pour mon agresseur, car toute mon énergie allait vers cette question. Que faire ? Que dire ? Tu sais, à l'époque, on ne parlait pas de ces choses-là. Ma mère aurait compris, mais elle n'était plus là. J'ai beaucoup pensé à mon fiancé aussi. Si je lui parlais, j'allais lui briser le cœur et anéantir notre mariage. Mais si je me taisais, j'entamais une vie de secrets et de mensonges. Je me souviens que j'ai pensé à Charles, à mon père, à la réputation de ma famille. Mais à aucun moment je n'ai pensé à moi, à ma douleur, celle d'une femme agressée dans son intimité. Mais après tout, j'avais toujours fait comme ça. Faire passer les autres avant moi, alors un peu plus ou un peu moins. Quelle différence cela faisait-il ? Le lendemain matin, je suis allée à la rivière et je me suis baignée, comme pour me purifier de cette souillure. Et j'ai prié encore et encore pour que Dieu me donne la force d'avancer. En revenant, j'ai croisé une amie qui m'a dit à quel point elle était heureuse pour moi et que j'avais de la chance de me marier avec un gars bien. Alors je lui ai souri et j'ai su que je me tairais à jamais. Avec ce silence, quelque chose s'est éteint en moi, comme si je perdais un morceau de moi-même.
Tu sais, je me suis mariée et la cérémonie était belle. Toutes ces fleurs, tous ces présents, toute cette joie. Et j'ai presque réussi à être heureuse. Après, ma vie s'est poursuivie avec son lot de joie, d'épreuves et surtout de travail acharné. J'ai eu de beaux enfants. Et mon mariage avec Charles était doux et tendre. Je me disais, je lui parlerai plus tard, quand ça ira mieux. Mais je n'ai jamais trouvé la force de lui révéler mon secret. Et au fond de moi, je savais que je le trahissais un peu. Charles nous a quittés trop tôt. Il a fait une chute mortelle en réparant le toit de la grange. Et j'ai tellement regretté de ne pas lui avoir parlé. Après, j'ai juste continué à vivre, par habitude, par devoir. C'est ce fardeau, celui du silence, de la culpabilité que je veux libérer aujourd'hui, car je sais que cela m'impacte moi, mais que cela touche aussi toute ma lignée. Je comprends maintenant que ce silence m'a fait porter un poids trop lourd pour moi et pour ma famille. Je ne ressens ni colère, ni violence chez Louise, juste du regret. Je comprends qu'elle a fait de son mieux, mais que maintenant elle souhaite s'alléger. Je propose à Louise de mettre ce secret dans un coffre et de me le confier. Ensuite, je lui demande ce qu'elle souhaite faire avec celui-ci. Louise me dit que d'abord, elle voulait que son histoire soit racontée, et que maintenant que c'est chose faite, elle veut purifier ce fardeau par le feu. Nous visualisons ensemble un grand feu. Elle invite sa famille à se réunir autour du brasier et à regarder le coffre en train de se consumer. Louise est allée se placer à côté de ses parents et de ses enfants. Et ensemble, ils regardent toute cette peine, ce traumatisme, ce secret disparaître en fumée. À ce moment-là, je ressens tout l'amour et le respect qu'il existe dans cette famille, au-delà des mots. Chacun a sa place et semble rayonner une paix retrouvée. À mon tour, je prends aussi ma place dans ma lignée, où je me sens accueillie et reconnue. Louise me regarde apaisée et je la remercie pour sa confiance. Quand le feu s'est éteint, j'ai vu Louise s'éloigner lentement et retrouver un homme dont la silhouette se découpait au loin. Elle a rejoint Charles, qui l'accueille en lui ouvrant les bras, et je les entends parler doucement. Elle lui raconte. Dans les yeux de Charles, on semble lire. Je savais déjà. Je regarde la scène et je pose cette intention que ma famille soit libérée à jamais des secrets, des non-dits, et de tout sentiment de honte et de culpabilité. Et je me sens apaisée de cette libération. Je demande aussi à apporter une guérison sur la polarité féminine blessée pour qu'elle retrouve sa puissance et sa douceur. Je demande que toutes les personnes qui se sentiront concernées par cette histoire puissent recevoir toute la libération et la guérison qu'elles méritent. Merci pour votre écoute et à bientôt.